BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'agriculture. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous arrivez tout droit du salon de l'agriculture et vous y êtes depuis 6 heures du matin. Vous avez fait la visite, le tour du salon avec le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce qu'il y a une méthode Attal? Vous étiez aussi là samedi pour l'ouverture mouvementée avec le président de la République. Pourquoi le Premier ministre arrive à faire une visite plutôt calme, faire des selfies tranquillement au salon de l'agriculture? Là, on a vu le grand cirque de samedi avec le président. Je pense que samedi, il y avait, et on l'a vu, 300, 400 personnes qui avaient décidé d'en découdre. Mais ce n'est pas ça le salon de l'agriculture, et c'est ce qu'on voit depuis dimanche. D'ailleurs, le président de la République, dans sa déambulation, a lui-même eu de très bons contacts avec les exposants. Les exposants, ils sont là, ils sont installés depuis vendredi. Ce ne sont pas des figurants, et le dialogue vous étiez là pendant ce grand dialogue était de grande qualité. Oui. Donc, et aujourd'hui, on le voit, le travail qu'a fait le gouvernement commence à payer, c'est-à-dire qu'on a des réponses. Le président de la République et le Premier ministre ont montré qu'ils maîtrisaient les sujets, qu'ils étaient sur le sujet avec des mesures de simplification. En fait, Gabriel Attal, le Premier ministre, a récolté un peu les fruits de la mobilisation du gouvernement. Et puis, en revanche, le président de la République a été la cible des mécontentements. Non, je dirais pas ça. Je dirais que le débat qu'il a organisé avec différents représentants agriculteurs, qui n'étaient pas des représentants d'ailleurs, c'était la demande que nous avions faite aux organisations syndicales, c'est de dire, mettez-nous en face du président 15 personnes qui sont syndiquées chez vous, mais qui sont des exploitants qui n'ont pas de rôle dans le syndicat. Mais, alors, attendez, et ce dialogue a montré que nous avions des propositions à faire, qu'une partie des mesures qui étaient mises en œuvre par le gouvernement n'étaient pas forcément connues, et le président de la République a pu faire des annonces complémentaires, et aujourd'hui le Premier ministre porte cette feuille de route. Voilà, récolte les fruits. Et déjà, vous avez des nouveaux chiffres pour nous qui montrent que ça monte en puissance. Juste un point, je vous ai écouté chez nos confrères de France 3, vous avez dit que le gouvernement compte dans sa nouvelle loi agricole faciliter l'installation de réserves d'eau pour l'agriculture. On ne parle plus de bassines. Reconnexer, c'était quand même ubuesque d'évoquer, d'avoir même l'idée d'inviter à un débat au salon de l'agriculture le mouvement le soulèvement de la terre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été invités. Oui, enfin, ils ont été, quand même, on les a sollicités. Écoutez, voilà, moi, je ne va pas revenir là-dessus. Non, mais faire ce qu'a dit le président de la République. Il se trouve que c'est ce gouvernement qui a pris la décision de dissoudre les soulèvements de la terre, décision qui a été cassée par le tribunal. Vous voyez bien qu'il le président a reconnu. Pas la logique il a reconnu que même si c'est un de mes conseillers, je suis responsable. Donc il y a eu quand même eu. Donc ces bassines, ça s'appelle maintenant des réserves d'eau. Elles vont pouvoir ouvrir. Alors, d'abord, le terme bassine ou méga-bassine, c'est un terme générique et qui est assez orienté. Nous, on parle de stockage d'eau parce que vous avez différentes manières de stocker de l'eau. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce type d'ouvrage. Il y a d'autres façons de stocker de l'eau. Ce qui est important, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui font face au dérèglement climatique, ont besoin d'eau. Nous facilitons leur vie en facilitant le stockage de l'eau sous toutes ses formes. Alors, puisqu'on cherche des responsables, un peu, tout le monde cherche des responsables pour savoir qui gagne trop d'argent, est-ce que la grande distribution, est-ce qu'elle joue le jeu? Je ne sais pas si j'imagine que vous avez entendu les déclarations de votre ministre de tutelle, Marc Fesneau, qui a vraiment pointé du doigt la grande distribution. Ce matin, Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, alors il n'a pas du tout apprécié. Je vous propose de l'écouter. Il était cette fois-ci chez nos confrères de France Inter. Vous allez voir, et puis après, vous me dites, est-ce que vous êtes plutôt du côté de Thierry Cotillard ou du côté de Marc Fesneau? À mon avis, j'ai déjà la réponse. On écoute Thierry Cotillard. Écoutez, je vais être dur, il a eu des mots durs, donc on aura des mots durs ce matin. Je crois que ça n'est pas à niveau. Moi, j'attends du ministre de l'Agriculture dans cette crise de la responsabilité. J'aurais préféré qu'il mette autour de la table des gens responsables, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'Intermarché. On a fait le choix depuis des années
les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf, tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait, je pourrais vendre moins cher à Monique Ranou, ma marque de charcuterie. Sauf que on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France. Thierry Cotillard, il ne connaît pas ses dossiers, Marc Fesneau. Vous ne connaissez pas vos dossiers, Agnès Pannier-Runacher? Non, mais vous savez très bien comme moi que Marc Fesneau pointait notamment les centrales d'achat qui sont positionnées hors de France pour essayer de contourner la loi Egalim. Et ça, c'est un contournement d'une loi qui a pour objectif de mieux partager la valeur entre les producteurs, les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Et je le sais, je suis bien placée pour le savoir, puisque moi j'avais déjà attaqué une grande centrale de distribution, pas personnellement, mais on avait mené une grande enquête avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Bercy, oui. Et lorsque j'étais à Bercy il y a 3 ans et demi, on avait prononcé une amende de 117 millions d'euros. Il a fallu 3 ans et demi de contentieux devant le juge, différents juges européens, pour finalement trancher que oui, c'est bien le juge français qui est responsable de quelque chose qui est produit en France, transformé en France, grande distribution, et vendu en France. Donc elle joue le jeu pour vous, elle joue le jeu, la grande distribution. Moi, la grande distribution, quand elle met en avant des produits français, quand elle passe des contrats pluriannuels, quand elle fait des contrats tripartites, quand elle rend transparent son étiquetage, elle joue le jeu. Quand elle cherche à contourner la loi Egalim en prenant des contrats depuis l'étranger, ou quand elle pressure au maximum les industriels et les agriculteurs au nom du pouvoir d'achat, mais parfois pourtant plutôt pour protéger leur marge, ils ne jouent pas le jeu. Donc il y a ceux qui jouent le jeu et il y a ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est très clair. Et c'est pour ça que nous les contrôlons et que ceux qui jouent le jeu, eh bien, nous les soutiendrons et nous continuerons à travailler et à aller plus loin. Moi, je fais une opération avec une GMS sur le Salon de l'Agriculture pour montrer des bonnes pratiques. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, on les sanctionnera au regard de la loi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On applique la loi, toute la loi, rien que la loi. Il y a joué le jeu d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque vous voyez, j'étais interpellée par un auditeur, les résultats de Carrefour, qui sont quand même très bons, même s'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur la France, on voit que la rentabilité, elle a augmenté, on voit que les dividendes ont incroyablement progressé, qu'il y a un nouveau programme de rachat d'actions de 700 millions pour 2024, alors qu'il y en a déjà eu un pour 800 millions en 2023. On peut se demander quand même si c'est pas trop lorsqu'on voit la difficulté que rencontrent justement les exploitants agricoles, les agriculteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le revenu des agriculteurs. Oui, mais donc ça vous choque pas? Non, ça vous choque pas lorsque les résultats de Carrefour? Je ne veux pas rentrer dans la caricature parce que parfois on dit tel grand groupe a des résultats et on s'aperçoit. Pardon, ils viennent les publier. Ils viennent les publier, c'est pour ça. Non, mais tel grand groupe a des très bons résultats et on s'aperçoit que ces très bons résultats ne sont pas réalisés en France. Donc, je n'ai pas suffisamment analysé les résultats de Carrefour pour me prononcer. Néanmoins, ce qui compte pour moi, c'est que la marge qui est réalisée en France par Carrefour, par Leclerc, par les autres, soit correctement partagée avec les industriels et avec les agriculteurs. Pourquoi? C'est une question de souveraineté, c'est une question de puissance de notre pays, c'est une question de protection des Français, c'est aussi une question de protection des agriculteurs. Et ça, je suis désolée, on n'y est pas pour l'instant, vous êtes d'accord? C'est un intérêt fondamental de la nation et c'est pour ça que nous allons le mettre dans la loi. Et vous avez raison de dire qu'on n'y est pas. Et c'est pour ça que nous allons aller encore un cran plus loin. Par une nouvelle loi, nous avons confié une mission. Effectivement, nous avons confié une mission à 2 parlementaires. Ils ont 4 mois pour nous faire des propositions. Et sur cette base-là, nous allons prendre une loi pour faire en sorte que l'esprit que nous avions insufflé dans la loi et qui a permis de vraies avancées, je pense notamment dans la filière laitière, avec des gens qui ont joué le jeu, aille plus loin. Ouais. En même temps, jouer le jeu, lorsqu'on voit Lactalis... On sait que demain, il risque d'avoir une opération au Salon de l'Agriculture. Est-ce que pour vous, Lactalis joue le jeu? Leur siège a été envahi. Écoutez, moi je constate que Lactalis propose aujourd'hui des contrats qui sont en dessous de l'indicateur de référence de la filière interprofessionnelle. Donc ça, a priori, ça ne va pas dans le sens de la loi Egalim. Et c'est très simple et c'est pour ça que nous avons demandé au médiateur des négociations commerciales, qui est quelqu'un qui vient de l'État, de
mettre autour de la table les agriculteurs et Lactalis pour trouver un accord. Et si on ne trouve pas un accord, on pourra activer, ça c'est la loi Egalim qui le permet également, le comité de règlement des conflits. Et là, ça sera une décision qui s'imposera aux partis. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a déjà la loi Egalim 1, 2, 3. Donc là, puisque vous dites que le prix du lait de Lactalis, il est inférieur au prix qui a été établi, au prix de filière, pourquoi il n'est pas sanctionné dès aujourd'hui? Parce que la loi, elle prévoit 3 options de calcul du prix du contrat et que donc Lactalis a emprunté d'autres chemins pour justifier sa position. Mais justement, la fameuse troisième, ça montre bien que vous avez des groupes, il faut peut-être les citer, lorsque Lidl fait des contrats tripartites, lorsque Bell fait des contrats avec des agriculteurs, des éleveurs laitiers, vous avez des acteurs qui jouent le jeu et qui ont joué le jeu de la loi Egalim. On voit qu'il y a aussi des contournements. Eh bien, on y fait face tout simplement. On reprend le sujet, on balaye devant notre porte. C'est fou qu'il faille 4 lois pour y arriver. Et encore, il y aura peut-être une loi Egalim 5. Je veux dire aussi qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Combien d'exploitations ont été sauvées grâce à la loi Egalim, alors que nous avons traversé des crises sans pareil? Il faut aussi le dire, des milliers d'exploitations ont été sauvées grâce à cette loi, mais nous irons plus loin. Ce matin, il y avait une réunion à Bercy avec les banquiers. Philippe Brassac du Crédit Agricole, évidemment incontournable dans ce milieu-là. Il y avait aussi le président de la Fédération bancaire française. Il y a combien d'exploitations aujourd'hui qui sont en difficulté et combien de dossiers déposés avez-vous depuis que les guichets sont ouverts, je le rappelle, depuis mai-février? Voilà. Alors, plusieurs choses. Nous, on a débloqué des fonds d'urgence. Oui. Certains sont spécifiques sur la MHE, qui est une maladie qui touche des élevages bovins. Vous en avez sur la viticulture. Vous en avez donc de différentes natures. Là, on a 2500 dossiers, ce sont plutôt pour répondre à des situations de crise spécifiques. La viticulture, en fait, c'est en train d'augmenter très rapidement. On était à 500 dossiers il y a quelques jours. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de saturer les guichets. C'est une très bonne chose. On commence à payer. Vous avez une deuxième mesure qui est pour toutes les exploitations. C'est le gazole non routier. Nous faisons le remboursement et nous offrons de faire une avance de trésorerie. Là, on a 26 500 entreprises qui ont déposer leur dossier pour avoir le remboursement et 2 tiers d'entre elles qui demandent l'avance de trésorerie. Et ça monte très vite puisqu'on a pris 10 000 dossiers de plus. Je veux dire ici néanmoins qu'il y a 400 000 exploitations en France à peu près. Mais il y a encore de la marge, qu'elles n'hésitent pas à déposer ces dossiers pour avoir une avance de trésorerie. Ça vient de l'État, c'est payé en ce moment. Donc c'est une mesure très concrète qui concerne tous les agriculteurs. Et puis, il y a les annonces que nous avons faites à l'issue de cette réunion à Bercy. Oui, juste une précision par rapport, parce que c'est là qu'on voit que ça monte en puissance d'une manière assez spectaculaire, parce que les chiffres que vous aviez donnés dimanche étaient 13 000. Là, 17 000. Et là, on en est à 26 500. Donc, tout à fait. C'est dire que c'est une montée en puissance très forte. C'est dire qu'on voit que c'est en train de s'activer. Probablement, l'information redescend dans les cours de ferme. Moi, je compte beaucoup aussi sur les syndicats agricoles pour faire ce travail de relais sur les chambres d'agriculture, évidemment, parce qu'on a besoin aussi que ce qui apparaît comme abstrait au niveau de discussion et à la télévision redescend dans les cours de ferme. Et ça, c'est très concret. Demander une avance de trésorerie, elle est pour vous, il n'y a pas de condition. Sur les 400 000, évidemment. Hier, je recevais Thierry Bandinière, il fait partie de ces exploitations agricoles, mais lui, il va très très bien et ils sont énormes. Il y en a combien qui sont susceptibles de toucher ces fonds que vous mettez, ces fonds d'urgence ou ce que vous mettez à disposition? Il y a combien de sociétés d'exploitation agricole qui sont en difficulté? Alors, ça, c'est le deuxième travail que nous avons lancé depuis que le président de la République a souhaité un dispositif spécial pour les trésoreries. Depuis lundi, les services de l'État sont au travail pour recenser les exploitations qui seraient en difficulté. Ils s'appuient sur leur connaissance de la situation fiscale des entreprises. Mais là encore, on demande à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, on demande aux chambres d'agriculture et même aux syndicats, aux banques, de nous faire remonter ces situations. C'est de l'ordre de combien? Enfin, vous pensez que c'est 10 000, c'est 20 000? À ce stade, c'est difficile à dire parce que les banques nous ont dit que les taux de défaut en matière de prêts agricoles avaient baissé par rapport à il y a quelques années. Donc, il ne faut pas faire de généralité. Mais cela ne veut pas dire
que vous n'avez pas beaucoup de petits éleveurs en particulier. Nous, on l'entend sur le salmon, des éleveurs laitiers ou des éleveurs en viande qui sont dans un sentiment d'être pris par un effet de ciseau, c'est-à-dire que le prix de ce qu'ils vendent a augmenter moins vite que le prix de leur charge. Et c'est là où il faut analyser en profondeur la situation. Donc probablement plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers. C'est le travail que nous entamons. Et je veux dire ici que nous avons également décidé avec Gérald Darmanin, Marc Fesneau, de faire des permanences dans les sous-préfectures, parce qu'il y a toujours cette question d'aller au plus loin, le dernier kilomètre, de faire savoir aux petits exploitants qu'il est le bienvenu pour parler de ces problèmes et pour qu'on puisse les traiter. Donc une série de mesures a été annoncée ce matin pour pallier aux problèmes de trésorerie notamment, avec un prêt garanti, avec un taux qui c'est entre 0 et 2,5%. Oui, nous avons... Pourquoi c'est pas 0%, j'ai envie de dire ? Parce que on a demandé effectivement aux banques, à un moment où les taux sont plutôt du côté de 4%, voire plus, de faire un effort avec des taux réduits, des taux qui soient en ligne avec ce que peuvent supporter les exploitants agricoles, de se remettre au fond dans des niveaux de taux qui étaient ceux de ces dernières années et qui étaient des taux très faibles. Et ils l'ont accepté. Et donc, deux mesures, des prêts avec, des avances de trésorerie à taux réduit. Et deuxième mesure, le fait de décaler le remboursement du capital d'un an pour ceux qui sont en difficulté, voilà, et jusqu'à 3 ans pour l'ensemble de leurs prêts, ce qui va donner de l'oxygène aux exploitations qui en ont besoin. Encore une fois, la situation sur le terrain est très hétérogène. Vous citiez Thierry de Blandinière. Il y en a qui s'en sortent très bien et c'est une bonne chose pour notre agriculture et je m'en réjouis. Et il y en a qui sont en difficulté. Un mot quand même si on a bien vu qu'il y a une levée de bouclier assez générale contre le prix plancher, mais comme c'est l'idée du président, il faut forcément travailler dessus. C'est un peu une idée d'un autre siècle, du siècle dernier, avant la PAC, cette question du prix plancher. En plus, est-ce que c'est compatible avec l'OMC, avec l'Europe? Alors je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur cette idée de prix plancher. C'est la prolongation de la loi Egalim. Vous me disiez à l'instant, et c'est intéressant, comment se fait-il que l'indicateur de référence ne soit pas utilisé de manière automatique dans le calcul du contrat? C'est ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que ces indicateurs de référence, qui ne sont pas établis par l'État, qui sont établis par les filières, c'est-à-dire qui viennent du terrain sur la base de la réalité des coûts de production, servent dans la construction du prix et qu'il ne soit pas possible d'avoir, ou en tout cas qu'on regarde s'il n'est pas possible d'obliger à avoir une négociation d'abord entre l'agriculteur et l'industriel avant que l'industriel discute de son prix avec le distributeur. Ça a l'air d'être évident. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut faire ça au niveau, en fait, ce que disait Thierry Blandinière hier, ou même encore Thierry Cotillard ce matin, il faut faire ça au niveau régional, au niveau départemental même. Alors, il faut faire ça au sein des filières, d'abord. Au sein des filières agricoles, parce que c'est elles qui ont la vue transversale de l'amont à l'aval, de la cour de ferme jusqu'au rayon du supermarché. Et il faut le faire sur la base de la réalité des coûts de production, mais en faisant en sorte que ceux qui sont très compétitifs puissent tirer leur épingle du jeu, ceux qui font de la qualité aussi. Le prix plancher, ce n'est pas un prix plafond. Toute dernière question, Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'après ce salon de l'agriculture, puisqu'en plus le président a fixé un nouveau calendrier au 15 mars, que ça reparte, les tracteurs reprennent le contrôle des routes et des autoroutes? Moi, je crois que les agriculteurs sont en train de réaliser que nous faisons ce que nous disons et que les mesures d'urgence, notamment les fonds d'urgence, sont en place, les paiements sont faits, que les simplifications sont en train d'arriver, nous avons des textes qui sortent, et que les revendications qu'ils ont portées sont entendues et que nous prenons les mesures pour répondre à leurs attentes. Et beaucoup d'entre eux me disent, on a bien compris que ça ne sera pas fait du jour au lendemain. La question du revenu agricole, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La lutte contre le dérèglement climatique, ça ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est de restaurer la confiance. Et tout l'enjeu de ce salon, mais des jours qui vont suivre, et du travail que nous de restaurer cette confiance. C'est d'avoir un rythme et un calendrier de travail qui fonctionne et qui permettent de trouver des solutions pour les agriculteurs. En tous les cas, merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue. Enfin, un petit détour
Pour passer dans à BFM Business, dans les studios de BFM Business, j'allais dire au salon d'agriculture, mais ça, vous y retournez juste après.